Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. Au Nigeria, le 25 février prochain, près de 95 millions d'électeurs se rendront aux urnes pour élire un nouveau président. 18 candidats sont en lice pour le fauteuil présidentiel au terme de 2 mandats consécutifs et conformément à ce que prévoit la constitution du Nigeria. Le chef d'État sortant Muhammadu Buhari, 80 ans, ne compte pas briguer un 3e mandat. Dans un contexte d'insécurité et de grave crise économique, les 2 principaux partis politiques nigérians, l'APC et le PDP, peuvent-ils continuer à dominer le jeu politique au Nigeria? Et des éléments de réponse en première partie d'émission. Après plusieurs années de désaccords, le gouvernement camerounais décide d'enterrer la hache de guerre en relançant le dialogue avec les séparatistes. Une annonce faite par le président camerounais Paul Biya entre libération des opposants politiques et des leaders sécessionnistes, ainsi que le souhait d'une médiation internationale. Certains acteurs politiques conditionnent leur participation au débat. Quelle issue à cette reprise du dialogue entre le gouvernement camerounais et les séparatistes? Ces échanges vont-elles mettre un terme à la crise anglophone dans le pays? On en parle avec mes invités du jour. Il s'agit de Mombodissi Albert, journaliste, analyste politique. Merci d'avoir répondu à l'invitation de débrief. Merci Régis pour l'invitation. Je salue aussi mon co-débatteur cher et les auditeurs. Merci beaucoup. Et en face de vous, justement, cher Sabibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci d'avoir répondu à l'invitation de débrief. Merci à vous, Régis. Nous allons parler de la présidentielle au Nigeria. 2023 sera une année importante pour le Nigeria. 18 candidats sont en lice pour le fauteuil présidentiel. Que vous inspire la multiplication de ces candidats, Mombodissi Albert? Bon, je crois que c'est un signe de vitalité démocratique qu'on a quand même plus d'une dizaine de candidats à une présidentielle aussi importante. Ça montre aussi quand même que sur le plan politique, que la classe politique, elle se diversifie, que le Nigeria aura plusieurs offres politiques qui vont se croiser. Et maintenant, évidemment, il y a les enjeux, quand même, il y a des enjeux énormes. C'est un président sortant qui respecte son engagement, qui respecte sa constitution. C'est un signe aussi que la démocratie s'installe peut-être définitivement au Nigeria. Maintenant, il y a quand même toujours des problèmes qui restent, qui compromettent la démocratie. Les règles démocratiques ne sont pas consensuelles. Il y a la crise, les conflits militaires, il y a le banditisme. Et il y a aussi, comme vous l'avez dit, la crise économique, elle est encore là. Je crois que c'est des enjeux internes très importants. Mais aussi, moi, j'ai toujours en tête cette grande puissance africaine qu'on attend, qu'on ne voit pas. Exactement. On parle de plus de 200 millions d'habitants quand même pour le Nigeria. Voilà. Est-ce que, à travers évidemment ces chiffres avancés, surtout la flopée des candidats, se dirige-t-on vers une élection plus ou moins ouverte? Je crois qu'a priori, c'est une bipolarisation qui va continuer, que le parti du président sortant est encore puissant, aussi bien au nord qu'au sud. C'est un parti influent, c'est un parti qui est resté au pouvoir pendant un certain nombre d'années. L'opposition aussi, même si elle est diversifiée, il y a toujours un parti opposant plus hégémonique, plus influent. Donc on va rester dans le clivage pouvoir contre le principal parti de l'opposition. Évidemment, je pense qu'il y aura une 3e force qui pourrait émerger et on aura peut-être un triangle qui va être au centre de l'élection présidentielle. Sabibou Ndiaye, on parle de 18 candidats et parmi les 18 candidats, il y a une seule femme qui représente en tout cas, on va dire la jeune féminine au Nigeria. Comment expliquer cette faible représentativité des femmes dans les joutes électorales? Rappelons qu'en 2015 déjà, il y avait un profil féminin lors de la présidentielle. Oui, je pense que ces élections au Nigeria nous montrent peut-être l'autre facette qu'il existe dans ce pays par rapport à la pluralité des participants au niveau de ces élections-là. Comme vous l'avez soulevé,
le nombre de femmes candidates au niveau de cette élection-là est peut-être peu. Mais cela aussi montre une vitalité démocratique, comme l'a dit le doyen. Cela nous montre que le Nigeria est en train de passer à un autre cap démocratique qui montre que ce pays, malgré ses problèmes depuis l'indépendance jusqu'à présent, avec le conflit au Biafra, et j'en passe jusqu'à aujourd'hui avec Boko Haram, on sait que le Nigeria est en train d'être sur une voie vraiment démocratique qui va lui permettre vraiment d'être utilisé comme un exemple au niveau africain, parce que certes, c'est une puissance économique, une puissance aussi militaire, parce qu'on sait qu'après l'Égypte et l'Algérie, au niveau continental, c'est le Nigeria qui est une puissance militaire, malgré que cette puissance militaire est ébranlée peut-être par Boko Haram, mais on sait que le Nigeria est en train de faire des pas démocratiques qu'on peut démontrer au niveau de l'Union africaine, mais aussi au niveau des rencontres avec les chefs d'État de la CEDEAO. On sait que Buhari a toujours défendu l'idée de mettre dans les chartes de la CEDEAO le fait que nos chefs d'État ne puissent plus faire plus de 2 mandats. Ouais. Donc pour vous dire que le Nigeria est en train d'être un leader diplomatique, mais aussi un leader... Un exemple, sur le plan diplomatique. Sur le plan diplomatique, oui. Exactement. Donc pour vous dire tout simplement que le Nigeria est sur un chemin vraiment extraordinaire qui va pousser peut-être les pays africains à réfléchir davantage à ces phénomènes qui sont en train de bouleverser le monde, ces phénomènes qui révoltent les peuples, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'au niveau des jeunes, au niveau continental, les jeunes africains revendiquent plus de démocratie, plus de liberté, parce que vous le savez, à chaque époque de la vie, il y a des sortes d'inégalités qui naissent. Donc il faut des générations pour combattre ces inégalités-là. Donc c'est l'exemple là que je peux utiliser pour dire ce qui se passe au Nigeria actuellement. Donc, on aura l'occasion d'aborder évidemment ce point lié à la jeunesse. On parle du Nigeria comme un exemple de diplomatie, de démocratie également, mais le Nigeria c'est près de 200 millions d'habitants, mais Albert, on n'a jamais ressenti en tout cas cette puissance du Nigeria dans certains domaines d'activité. On parle d'un pays qui est en crise sur le plan économique. Oui, c'est le paradoxe qu'on a au Nigeria. C'est vrai que la démocratie, elle est stabilisée, mais il n'y a pas véritablement une prise en charge correcte des questions transversales. C'est la question de la jeunesse. La question de la jeunesse, c'est une question transversale. Ce n'est pas seulement l'éducation, la formation, mais également c'est l'emploi, c'est l'ouverture aux pays africains. Le Nigeria n'a pas réellement de leadership au niveau de l'Afrique. Bon, alors qu'elle a un potentiel énorme au niveau de la jeunesse. Je crois même que en termes de formation, quand même, il y a eu une élite politique au Nigeria, il y a une élite universitaire. Mais on n'a pas capitalisé cet élément humain. Et ce qui fait que, bon, si vous regardez ces 10 dernières années, il n'y a pas de politique de prise en charge des jeunes. Ce qui fait que cette jeunesse-là, elle se laisse facilement enrôler par des terroristes. Oui, elle est mal placée. Elle est mécontente des politiques publiques. Elle n'a pas de choix. Et ça, à mon avis, il faudrait que le Nigeria prenne conscience que son avenir va se jouer sur sa jeunesse. Est-ce qu'elle sera capable de former, de trouver une politique d'emploi et les impliquer dans la politique? Si vous voyez, il n'y a pas eu le processus de rajeunissement de la classe politique. Exactement. N'a pas abouti. C'est le sempiternel problème sur le continent. On en parlait il y a quelques jours dans cette émission sur le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire, la future présidentielle en Côte d'Ivoire. Alors, Sabibou, lors des précédentes élections au Nigeria, des rapports crédibles ont fait état des politiciens qui auraient manipulé, truqué le scrutin, soit en provoquant des violences pour effrayer les électeurs, soit en s'emparant des urnes, en les bourrant. Le scrutin de 2023 pourrait-il être plus crédible et équitable selon vous? Effectivement, je pense que ce scrutin de 2023 va être un scrutin crédible. Espérons, je peux dire, si je peux m'exprimer ainsi. Parce qu'on sait que le Nigeria, lors des élections passées, depuis beaucoup d'années, on a vu qu'il y a des tensions, peut-être des tensions même post-électorales. Donc, pour vous dire que ce pays est en train de traverser peut-être une situation compliquée, mais malgré cela, on peut espérer qu'en 2023, ces élections vont permettre au Nigeria de sortir et de servir d'exemple au niveau électoral, surtout sur le continent africain. Sachant que Buhari, évidemment, a dit partout où il est
est passé qu'il ne va pas se présenter. Donc, on sait que ce pays aussi est partitionné pratiquement en deux. Je ne dis pas partitionné parce que c'est deux États, mais c'est un État où on sait qu'il y a une communauté musulmane forte et une communauté chrétienne forte. On sait que les élections, des fois, amènent un peu de tiraillement. On a vu peut-être des tensions entre ces communautés par rapport à des joutes électorales. Mais n'empêche, ces élections de 2023, vu l'organisation qui est en train d'être faite par le gouvernement nigérien, vu les propositions venant peut-être de la société civile nigérienne, on pense que ce pays se dirige vers des élections stables, des élections crédibles, qui vont peut-être permettre de booster vraiment le Nigeria au niveau même peut-être international. Parce que le Nigeria, certes, ce n'est pas une puissance qui est en train de s'affirmer carrément en Afrique, mais on voit qu'il est côtoyé par des grandes puissances comme les États-Unis, la Russie et la Chine. Et on sait que ce grand Nigeria-là, qui est côtoyé par ces puissances occidentales-là, qui défendent tout simplement leurs intérêts, doit être un Nigeria stable, un Nigeria qui peut développer son partenariat économique avec tous les États africains, mais aussi avec, je veux dire, la communauté internationale. Donc le Nigeria doit servir d'exemple lors de ces joutes électorales. Vous avez parlé justement de cet exemple de diplomatie en ce qui concerne le Nigeria. Albert, pendant en tout cas 5 mois, c'était le début de la campagne présidentielle, aucun candidat, ni de l'opposition, ni de la mouvance présidentielle, n'a su se démarquer parmi les 18 candidats. Est-ce qu'on peut exclure, au vu de cette observation, une victoire au premier tour? Non, je ne pense pas. Logiquement, il n'y a pas, enfin, en tout cas, il n'y a pas d'indicateur qui montre qu'il y aura une victoire dès le premier tour. Mais la bipolarisation va quand même peser. Maintenant, il y a des facteurs que vous avez soulignés tout à l'heure. C'est est-ce qu'il y aura une organisation d'un scrutin démocratique transparent? Parce que les clivages ethniques quand même pèsent, les clivages religieux pèsent, les soupçons politiques également pèsent sur le pouvoir en place. Ça, c'est un élément qui peut favoriser la participation. Est-ce qu'il y aura réellement une participation massive des populations? Ça, c'est le premier baromètre pour voir est-ce qu'il y a une adhésion des populations au renforcement de la démocratie. Est-ce que les gens vont s'abstenir? S'ils s'abstiennent, c'est un mauvais indicateur du renforcement de la démocratie. Mais il y a aussi maintenant le respect du verdict des urnes. Là, je pense que la Commission devrait jouer un rôle très important, ne pas prêter le flanc, en tout cas, comme on l'a vu ailleurs, parce que les risques de tension sont toujours là. Boko Haram est là, qui va probablement perturber le scrutin. Et je crois qu'à ce niveau-là, ces zones occupées par les Boko Haram, ces zones envahies par des bandes armées, est-ce qu'il y aura une élection transparente et démocratique? Et c'est là aussi, on va dire, le véritable enjeu de cette présidentielle, l'aspect sécuritaire. Comment organiser des élections dans un pays encore en proie à des attaques terroristes, Sabibou? Évidemment que le plus gros enjeu, c'est bien là, sur le plan sécuritaire. Sécuriser, permettre aux Nigérians d'aller voter librement et en sécurité. Oui, c'est ça l'idéal. L'idéal, c'est de permettre aux Nigériens d'aller voter tranquillement et après d'aller vaquer à leurs occupations. Mais on sait que Boko Haram, depuis quelques années, mène des exactions ou des captures ou des enlèvements dans ce pays. On a vu l'enlèvement de ces femmes-là. À Chibok. À Chibok, voilà. C'est quelque chose de vraiment troublant par rapport à ce pays-là. Mais cela vous montre que maintenant, au niveau interne des États, il y a une autre forme qui est en train de développer peut-être une partie ou des groupuscules qui se lèvent pour revendiquer peut-être des choses contre l'État central. Donc vous voyez, Boko Haram profite de la faiblesse de l'État nigérien dans certaines zones pour faire des attaques ou vraiment déstabiliser la population. Mais pourquoi uniquement? On a l'impression que ces enlèvements ou bien ces attaques terroristes on va dire, se multiplient pendant des joutes électorales. Oui, parce que certainement ça va permettre à ces groupuscules-là de mettre la pression contre l'État central, mais aussi au niveau de la communauté internationale. Malgré que le Nigeria a une puissance militaire, on voit que le Nigeria a des difficultés pour combattre ces groupuscules-là. Et on sait que le type de guerre que développent ces groupuscules n'est pas une guerre conventionnelle. Ces groupuscules attaquent des villages, se cachent dans la savane, dans la forêt et tout ça. Donc, ce n'est pas une guerre conventionnelle. Exactement, donc, parce que des enlèvements avec des rançons avec des rançons, donc cela affaiblit peut-être l'État nigérien, mais cela ne veut pas dire aussi que le Nigeria ne va pas sortir
sortir peut-être vainqueur de cette guerre. Le Nigeria est en train de mettre en place des politiques publiques sécuritaires. Je pense que ces politiques-là aussi, le Nigeria doit impliquer aussi les États africains parce que je pense que la solution doit être africaine, doit être aussi nationale certes, mais doit être aussi africaine. Mais il faut peut-être au niveau de la communauté internationale avoir l'appui des grandes puissances certes, mais au niveau interne, je pense que sur le plan sécuritaire, le Nigeria peut faire des avancées malgré que Boko Haram attend les périodes électorales ou d'autres joutent pour déstabiliser ce pays. Mais espérons que le Nigeria sortira vainqueur de ces joutes-là. Mamadou Sy, Albert, cette joute électorale va-t-elle mettre en lumière le duel entre Bola Ahmed du Congrès des progressistes, donc c'est le parti présidentiel, et Atiku Abubakar du parti de l'opposition, évidemment le Parti démocratique populaire. Va-t-on assister à cette opposition entre le parti au pouvoir et l'opposition, en l'occurrence avec ces deux candidats? Oui, je crois que c'est la tendance en tout cas qui se dessine. Elle va peut-être se confirmer pendant la période électorale et on le verra aussi dans les urnes. C'est deux options qui sont les principales options. Il y a un pouvoir sortant qui veut préserver son pouvoir, pérenniser l'action du président sortant et gérer aussi les questions récurrentes. Bon, mais il y a l'opposition quand même qui va jouer un rôle parce que le bilan du président sortant est négatif sur le plan sécuritaire, sur le plan de l'emploi, sur le plan même de la diversification de l'économie du Nigeria. La présence du Nigeria dans les conflits sous-régionaux, ils ont quand même de quoi agiter pour déstabiliser le pouvoir sortant. Je pense que les électeurs nigériens, en tout cas s'il y a une forte participation, c'est possible qu'il y ait des surprises. Mais maintenant, si la participation elle est faible, si les populations sentent encore la pression de l'insécurité, il n'y aura pas de participation massive. Et là, dans ce cas, le parti sortant est favori. Il a il maîtrise tous les mécanismes de l'élection pour gagner. Et je crois que c'est possible d'avoir une surprise. Mais pour le moment, encore une fois, le pouvoir a une avance quand même. Quoi qu'on dise, la personnalité du président sortant reste un gain politique que son parti a. Et puis c'est un parti quand même qui est assez présent aussi bien au nord qu'au sud. C'est pas un parti qu'on peut dégager comme ça dans une élection. On parle justement du parti, je reste avec vous, Mamadou Sy Albert, on parle du parti du président sortant Muhammadu Buhari. Le Congrès des progressistes a donc désigné comme candidat à sa succession Bola Ahmed. Est-ce que le bilan que vous avez dressé, pas très reluisant, du président sortant Muhammadu Buhari, va plutôt impacter sur la candidature de son second, en tout cas qui va représenter le parti sortant, ou bien ce bilan, pas très reluisant, va plutôt être une difficulté et peser contre la candidature d'Ahmed? Non, ça va être un facteur qui peut être un facteur handicapant. Parce que le bilan ne fait pas élire quelqu'un au premier tour ou massivement. Le bilan, c'est peut-être un gain que tu as qui est là, mais il faut que le candidat puisse attirer, avoir la confiance. Et la confiance, là, c'est moins le bilan que le projet, la manière de communiquer, l'espoir. S'il incarne l'espoir de régler, par exemple, les conflits religieux, les conflits interethniques, de régler le problème de Boko Haram, de redonner au Nigeria sa place dans l'espace africain à l'échelle internationale. C'est cet espoir-là qui fait élire. La perspective que tu ouvres. C'est pas le bilan, c'est passé. Les gens, ils peuvent être contents, ils peuvent être mécontents, ça c'est logique. Mais l'avenir, qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que tu es capable de faire rêver ta population? On parlait tout à l'heure des jeunes. Mais ces jeunes-là, ils ne vont pas voter massivement s'ils n'ont pas d'espoir. Si c'est pour rester dans le carcan institutionnel, eux, ils pensent autre chose. Il y a une mutation. Et je pense que s'ils arrivent en tout cas à incarner la mutation,
c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a respecté au moins la Constitution. On renforce cette option démocratique, mais on se projette. On projette le Nigeria, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est un pays quand même hyper puissant, Exactement. hyper expérimenté, mais qui a besoin de ce rêve-là qu'il faut aller chercher et nourrir l'électorat. S'ils arrivent en tout cas à faire ce travail-là, je pense que le parti présidentiel, quand même, peut gagner la présidentielle. Sabibou, on a parlé, en tout cas, au début de cette émission, de l'apport, la considération des jeunes. Alors, avec près de 40% d'électeurs inscrits âgés de moins de 34 ans, le scrutin a été qualifié d'élection des jeunes par le responsable des élections. Quel message la jeunesse nigériane tente-t-elle de faire passer à travers cette mobilisation? Vous savez, moi, le message que j'ai décrypté, c'est que, vous savez, une élection, c'est une jeunesse qui porte une candidature. Donc, que ce soit du côté de l'opposition ou du pouvoir, il y a une forte jeunesse actuellement qui est en train de vraiment prendre forme au niveau du Nigeria. Et cette jeunesse-là va porter une candidature, c'est-à-dire une candidature qui va, comme l'a dit le doyen, il faut de l'espoir par rapport à un homme, par rapport à sa gestion. On sait que Buhari a une gestion, peut-être je ne dirais pas clean, mais au moins il a géré ce pays, il a essayé de stabiliser certains événements, malgré que Boko Haram persiste, la situation économique est catastrophique avec la Covid, la pandémie et tout ça. Mais on sait que cette jeunesse-là aura son mot à dire au niveau de ces élections. Cette jeunesse va porter une candidature qu'elle va utiliser comme une candidature de l'espoir, une candidature qui va permettre à la jeunesse de ce pays de pouvoir peut-être renouer avec un rêve, c'est-à-dire permettre à ces jeunes de trouver du travail, de vraiment avoir une indépendance économique qui va leur permettre de créer des entreprises, de créer des PME, PMI. Donc c'est ça que ce pays manque. On sait que ce pays est gouverné peut-être par des milliardaires, des personnes qui sont extrêmement riches et qui utilisent peut-être certains marchés de l'État pour s'enrichir un peu plus avec leur famille et vraiment partir à l'étranger, ouvrir des comptes et acheter d'autres biens. Donc, mais cette jeunesse-là est en train de réclamer un renouveau qui va les permettre vraiment de sortir de cette désillusion, de sortir de cette pauvreté. Parce que le Nigeria a une puissance économique, mais sur le plan interne, on voit que cette puissance ne suit pas au niveau de la population. Ils ont un indice de développement humain extrêmement faible. Le niveau de développement aussi est extrêmement en retard par rapport à peut-être cette puissance que revendique le Nigeria. Ouais. Donc, on sait que la jeunesse va vraiment faire prendre forme au niveau de ces élections-là. Alors, Mamoudou Sy Albert, outre la présidentielle de février, les Nigérians choisiront également leurs représentants au Parlement. Celui-ci compte 469 législateurs, soit 109 sénateurs et 360 membres de la Chambre des représentants. Avec l'absence du président Buhari, qui ne va pas évidemment se représenter et briguer un troisième mandat, la mouvance présidentielle va-t-elle conserver, on va dire, sa domination, sa place au sein de l'hémicycle? Bon, on peut émettre l'hypothèse que le pouvoir ne sera pas déstabilisé si son candidat passe. Bon. Mais au cas où il y a réellement une déstabilisation du candidat du parti dominant, ça voudra dire que les populations ne vont pas laisser le Sénat et l'Assemblée entre les mains du parti dominant. Donc il y a possibilité d'une diversification des parlementaires et des sénateurs. Et dans ce cas-là, je pense que le côté régionaliste pourrait jouer. C'est-à-dire que le scénario, bon, le parti majoritaire gagne la présidentielle, mais au niveau de l'Assemblée et du Sénat, les électeurs vont voter en fonction des zones, le nord et le sud, parce qu'il y a quand même, qu'on dise, des critères religieux, des critères ethniques. On a parlé des femmes, on a parlé des jeunes, mais tous ces acteurs-là ne vont pas voter dans le sens de l'élection présidentielle. Ouais. Je pense qu'il y aura nécessairement, avec le renforcement démocratique, avec l'aspiration démocratique, ces instances-là vont être beaucoup plus diversifiées. Je ne pense pas qu'il y ait une hégémonie
du parti du président sortant. Sabibou, 2 semaines plus tard, après évidemment cette présidentielle, le 11 mars, des élections auront également lieu pour élire les gouverneurs de 28 des 36 États du Nigeria. Est-ce que l'enchaînement de ces joutes électorales ne participe pas aussi quelque part à l'affaiblissement sur le plan économique du Nigeria? Parce qu'organiser des élections, ça coûte cher quand même. Oui, organiser des élections, ça coûte cher. Si je peux prendre au Sénégal. Au Sénégal, on fait partie de ces pays qui organisent le plus d'élections dans le monde, alors qu'on sait que les élections coûtent un peu cher. Mais s'agissant du Nigeria, je pense que c'est un pays qui a besoin d'élections, c'est un pays qui a besoin de déterminer le caractère de l'exécutif, c'est-à-dire ses démembrements, les démembrements qui vont permettre à l'État central d'être représenté au niveau de certains territoires. Oui, mais est-ce que l'enchaînement oui, ne cause pas problème? Donc l'enchaînement, peut-être d'un autre point de vue, peut poser problème, mais du point de vue démocratique, du point de vue de l'ordre orthodoxe, de l'orthodoxie républicaine, et je pense que l'organisation de ces joutes électorales-là vont permettre au Nigeria de renforcer même plutôt sa démocratie. Parce que un pays où les élections peut-être prennent du retard, ou un pays où la jeunesse, où les populations réclament des élections, je pense que c'est un pays qui est en tout cas en retard. Donc ces élections-là qui vont s'enchaîner au Nigeria vont permettre, je pense, au gouvernement central, à l'exécutif nigérien même, de pouvoir renforcer ses représentants, de pouvoir vraiment déterminer sa politique électorale, sa politique aussi constitutionnelle, et dans d'autres aspects au niveau de ces régions-là. Parce que ces gouverneurs-là vont permettre à l'État central de pouvoir avoir une main basse, mais aussi un contrôle sur ce qui se passe au niveau local, ce qui se passe au niveau de ces zones-là. Et c'est d'ailleurs l'une des doléances, en tout cas, de cette jeunesse-là et de la société civile nigériane. Et c'est l'occasion pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau du débrief pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons à présent nous intéresser au Cameroun. Le gouvernement camerounais, par l'entremise de son chef d'État Paul Biya, a décidé de reprendre les dialogues, les relations, en tout cas la communication avec les séparatistes. Sabibou, il y a eu plusieurs rencontres allant dans ce sens-là, c'est-à-dire mettre en place des pourparlers, le dialogue avec les séparatistes. En quoi cette nouvelle rencontre sera-t-elle différente des précédentes? Je dirais que cette nouvelle rencontre peut être différente. Vous savez, dans chaque conflit, je pense qu'on a l'habitude de se retrouver plus tard, tôt ou tard, autour d'une table. On sait que le Cameroun, avec cette partie anglophone, depuis les indépendances, depuis des crises post-indépendance aussi, on sait que ce pays est un peu, je ne dirais pas déstabilisé peut-être à 100%, mais ce pays connaît des crises, des tensions entre la partie anglophone et la partie francophone. Peut-être il y avait des accords avec l'Organisation des Nations Unies, des accords qui ont permis peut-être de se diriger vers l'accalmie, des accords qui ont permis aussi d'avoir un peu plus de considération pour la partie anglophone, mais on a vu en 2017, la crise a ressurgi et depuis lors, il y a eu je ne dirais pas une répression, mais l'armée camerounaise est en train de mener vraiment des exactions dans le nord du pays contre ces groupuscules-là, qu'ils traitent de groupes de rebelles, de djihadistes, de bandits et de tout cela. Mais à un moment donné, peut-être le gouvernement camerounais s'est rendu compte qu'il n'est plus nécessaire de mener des répressions brutales, peut-être contre ces groupuscules-là, ces rebelles-là, si je peux m'exprimer ainsi, parce que ces gens-là demandent tout simplement l'indépendance du pays. Ce que n'accepte pas le Cameroun, parce qu'on sait que cette partie anglophone et cette partie francophone ont été réunies pour la création de l'État camerounais. Et cette partie voulait une fédération, c'est-à-dire un État indépendant anglophone et un État francophone. Et on crée une fédération, le pouvoir va peut-être tourner autour de ces deux parties-là. Mais le Cameroun n'a pas voulu de cela. Le Cameroun a voulu rester uni, ce qui est d'ailleurs normal. Mais on a vu avec cette crise qui a été déclenchée, Paul Biya, le président de la République, a décidé de mener son armée contre cette partie-là. Maintenant, arrivé aujourd'hui, il s'est rendu compte peut-être de la nécessité de mener un dialogue. C'est un mea culpa du chef d'État camerounais. Donc de mener un dialogue franc avec cette partie anglophone. Cette partie anglophone, vous le savez, Régis, cette partie réclame tout simplement plus de considération au niveau de l'État central, avec la nomination peut-être des gouverneurs et d'autres représentants. Mais ça a été le cas
Sabibou, ça a été le cas quand effectivement il y a eu un peu, on va dire, ce petit moment d'accalmie quand le chef de l'État camerounais a décidé de rajouter, sinon d'amplifier, augmenter les représentants de la partie anglophone au sein de l'hémicycle, qui a d'ailleurs malheureusement causé encore des désagréments au sein même de l'hémicycle. On a l'impression que Mamadou Sy Albert, le Cameroun tente des choses, mais ces choses visiblement sont mal faites. Poursuit la politique coloniale. C'est un État central, un État unitaire, mais qui ne veut pas regarder le Cameroun anglophone en face. On cherche un État unitaire, mais on ne va pas jusqu'au bout. Ouais. On ne respecte pas la différence entre les francophones et les anglophones. Ce qui fait que c'est un jeu qui vacille entre la reconnaissance de la différence et le choix de l'État. Est-ce que c'est un État fédéral? Est-ce qu'il faut accorder l'autonomie? Est-ce que c'est l'indépendance? Là, je pense que l'élite camerounaise qui est au pouvoir ne veut pas de l'autonomie. Ouais. C'est ça qui crée toutes les frustrations qu'on a. Ce qui fait qu'eux, en tant qu'anglophones, ils se voient mal dans cette francophonie-là. Parce que c'est une francophonie qui exclut les anglophones. Ouais, c'est deux réalités différentes. Deux réalités différentes. Ouais. Donc, c'est cet État-là qui est au bout. Hein. Aujourd'hui, il faut choisir, soit dialoguer franchement et discuter sur un modèle de gouvernance entre les francophones et les anglophones, ou soit aller vers l'autonomie. Mais Mamadou Sy Albert, dialoguer avec qui, j'ai envie de poser la question, quand, on va dire, les représentants de ce mouvement séparatiste conditionnent un petit peu la participation au débat avec le gouvernement camerounais par la libération de certains leaders politiques sécessionnistes enfermés? Mais je pense que c'est démocratique. Et il faut céder aux recommandations, aux doléances? Il ne s'agit pas de céder, il s'agit de chercher la stabilité. D'accord. Quand vous faites le bilan, le Cameroun est instable parce que les anglophones ne se retrouvent pas dans cet État unitaire. Et ça va continuer comme ça. C'est depuis des décennies et des décennies que cette crise dure. Donc il faut aller dans le sens de reconnaître la différence et d'identifier maintenant les zones de conflit. Au niveau, par exemple, du gouvernement, au niveau de l'Assemblée, au niveau de la gouvernance décentralisée. Il faut faire un partage du pouvoir. Et je pense que l'autonomie n'est pas forcément contre l'État central. On peut très bien avoir un État central, fédérer les francophones et les anglophones, maintenant dans la gestion de la gouvernance, décentraliser la gouvernance pour que les anglophones se retrouvent. Ce n'est pas normal, par exemple, que quand même ces anglophones-là soient dirigés par les francophones. Ça n'a pas de sens. Ils ont leur langue, ils ont leur culture, ils ont leur tradition, ils ont leurs aspirations, ils ont une vision même du Cameroun. Donc il faut tenir compte, c'est la même chose pour faire des parallèles avec nous et la France. La francophonie, il y a la France, il y a l'Afrique. Mais notre francophonie ne peut pas être une francophonie de la France. Exactement. Il y a certains points, en tout cas, qu'il va falloir revoir, tout simplement, j'ai envie de dire. Sabibou, je me tourne vers toi. Mamadou Sy Albert a souligné un petit peu, on va dire, cette crise anglophone qui dure depuis des années. La crise anglophone a fait plus de 6000 morts. Cette guerre au Cameroun a-t-elle l'impression vraiment d'être oubliée par les organisations internationales, quand on voit également le mutisme même de ces organisations internationales africaines? Un mutisme des organisations internationales, que ce soit l'ONU qui peut sortir un communiqué, l'Union africaine ou les autres organisations sous-régionales, il y a un mutisme réel. Ce qu'il faut dire, c'est que... Est-ce que c'est une guerre oubliée, selon toi? Ce n'est pas une guerre oubliée, mais c'est comme si que la communauté internationale ou ses institutions continentales sont en train de fuir leurs responsabilités. C'est pourquoi moi, j'en appelle au réalisme du pouvoir camerounais, au réalisme de l'État central camerounais. Parce que c'est un problème qu'on ne peut pas fuir. On sait que cette partie anglophone a ses réalités, a ses aspirations, mais je pense que ce n'est pas par la répression ou par la guerre qu'il faut vraiment décider du devenir de cette partie du Cameroun. Il faut, je pense, aller vers des joutes meilleures. Il faut que Paul Biya, qui est au pouvoir quand même depuis 1982,
qui a fait presque 40 ans de pouvoir, il faut que peut-être ces hommes ou lui-même qu'il se rende à l'évidence que les aspirations peut-être des peuples sont en train de changer. Il ne s'agit pas de donner l'indépendance peut-être totale à cette partie anglophone, mais de les impliquer peut-être à la gestion de l'État central. C'est les clauses de ce nouveau partenariat, j'ai envie de dire. Ce sont ces clauses. Ouais. Oui, mais ces clauses-là vont continuer. Dans quelques années, il y aura crise, on va avoir d'autres clauses. Donc, c'est pourquoi je parle de réalisme. Il faut que l'État camerounais puisse être réaliste par rapport à cette partie vraiment du Cameroun-là. Sinon, on risque d'avoir des crises répétitives, des crises qui ne vont pas peut-être arranger le Cameroun ni le continent africain peut-être. Ces crises-là vont continuer à déstabiliser peut-être cette partie du pays. Dès lors, le Cameroun doit se tourner vers une alternative, vers une alternance aussi vraiment étatique, une alternance gouvernementale, parce que quand même plus de 40 ans de pouvoir avec un seul président qui définit la politique interne du pays, peut-être ce président-là, il n'est plus capable de voir en réalité les aspirations peut-être de cette partie-là. Donc il faut avoir une génération, les Camerounais doivent s'affirmer par rapport à ce qui se passe au niveau de leur pays. Et parce que nous n'oublions pas aussi que, à l'image de l'Afrique de l'Ouest, avec des pays qui sont victimes des attaques terroristes, le Cameroun n'est pas non plus épargné par ces attaques terroristes. Personne n'est à l'abri. Vous savez, la déstabilisation de ces terroristes-là, je pense que personne n'est à l'abri. Que ce soit le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, le Burkina, tous ces pays, comme je le dis souvent, doivent avoir une politique sécuritaire collective. Il faut que nos chefs d'État ou nos chefs d'État-major des armées puissent définir une politique collective de lutte contre le terrorisme. Ils n'ont qu'à s'approcher des organismes internes, des think tanks qui sont au niveau de leurs États, qui sont en train de faire des travaux extraordinaires. Oui, c'est vraiment un laboratoire d'idées. Voilà, il y a la société civile, par exemple, sénégalaise, guinéenne, malienne, qui se réunissent et qui donnent des feuilles de route par rapport à ces problèmes sécuritaires-là. Donc, on peut s'inspirer de cela, mais aussi des États pour pouvoir avoir une politique collective, sécuritaire collective, qui va nous permettre de sortir de ce manque de sécurité-là. Sinon, on risque d'être dans des déstabilisations répétitives. Mamadou Albert, dans un communiqué, le Cameroun a démenti avoir confié à quelques pays, que ce soit le rôle de médiateur dans le conflit qui ravage l'Ouest anglophone. Une sortie qui intervient 4 jours après que le Canada a annoncé accueillir des pourparlers entre Yaoundé et les rebelles séparatistes. Quelle analyse faites-vous de ce double discours ? Bon, je pense que les États sont très frileux par rapport à leur indépendance, d'autant que c'est une question quand même assez importante. C'est une question de sécurité publique du Cameroun. Donc l'État camerounais ou un autre État est toujours sensible à l'immixtion d'un pays étranger. Bon, ça, on peut le comprendre. Mais par contre, ce qui est inadmissible, c'est de perdre de vue que parmi les solutions de sortie de crise, il y a la médiation. Quand on est dans un conflit qui dure aussi longtemps, qui est aussi sérieux, avoir le Canada comme pays médiateur, quand même, le Canada a assez d'expérience en matière de gouvernance. C'est un pays aussi qui est présent en Afrique depuis des années. Donc ce pays-là, qui est à la fois francophone et anglophone, donc peut être bien un médiateur dans un tel conflit. Parce que les Canadiens, quand même, ils ont une gouvernance qui peut servir de modèle d'inspiration aux Camerounais. Surtout au Cameroun, si on opte pour la perspective de l'État fédéral, que le Canada peut servir de modèle d'inspiration. Pas à copier, mais en tant que médiateur, il peut très bien, comme Cheikh l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que nos États ne soient pas prisonniers du local. Il y a de l'expertise africaine, que ce soit sur le domaine de la sécurité, que ce soit sur la gouvernance, que ce soit sur l'éducation. Mais pourquoi pas aller chercher cette expertise-là? Et la médiation, pour moi, c'est plutôt faciliter la sortie de crise. Tu aides les gens à dépasser les conflits. Et ça, bon, les Canadiens, ils peuvent avoir une bonne expérience de gouvernance entre francophones et anglophones. Les autres, c'est en sécurité. Les autres, c'est en gestion de ce conflit-là. On retrouve le même type de conflit au Sénégal. On le retrouve un peu partout en Afrique. Donc, comment sortir le Cameroun de ce conflit-là? Je crois qu'il faut nécessairement un médiateur qui facilite. Et je crois que peut-être l'idéal aurait été, bon, on l'a dit tantôt,
il faut que les Africains quand même voient les choses ensemble. C'est-à-dire sur la question militaire, sur la question de la gouvernance, sur la question des institutions. Malgré les diversités des pays, essayons de regarder des solutions communes. Il y a quand même cette perspective panafricaniste-là qui peut aider le Cameroun. Quand même, le Cameroun représente vraiment un pays très riche sur le plan panafricain. Et il n'y a pas de raison que ce pays sombre parce que tout simplement, l'État est incapable de gérer un conflit linguistique. La médiation internationale, Sabibou, au vu de ce que le doyen Albert vient de souligner, ça reste un facteur non négligeable dans la résolution de cette crise anglophone au Cameroun. Rappelons déjà qu'en 2015, la Suisse aussi avait joué les médiateurs dans cette crise anglophone. Il faudrait aujourd'hui aller chercher un petit peu l'expérience, l'expertise ailleurs pour essayer d'apporter des solutions, mais vraiment pour faciliter une forme d'accalmie, sinon un retour définitif. Exactement. Je pense que cette médiation internationale peut, comme l'a dit le doyen, servir d'exemple, servir même de base qui va permettre au Cameroun de dépasser ce conflit-là. Même on a vu le Tchad avec l'opposition tchadienne et le gouvernement central lorsqu'il y a eu crise. Il y a l'intervention du Qatar. On a vu le dialogue national même être organisé au niveau du Qatar. Ils ont entamé les pourparlers là-bas pour pouvoir après trouver peut-être des solutions qui ne sont pas... peut-être on dirait concrètes, mais quand même ils ont essayé de trouver des solutions. Donc avec le Cameroun, si on prend l'exemple type du Canada, qui est un pays à la fois peut-être anglophone et francophone, un pays qui a beaucoup d'expérience par rapport à la gestion, à une participation diplomatique au niveau des crises qui ont eu à secouer un peu le monde et l'Afrique. Donc le Cameroun peut ouvrir ses portes au Canada, mais on sait que le gouvernement camerounais peut-être est réticent par rapport à cette venue du Canada. C'est la vraie question, parce que n'oublions pas que le ministère des Affaires étrangères avait annoncé le 20 janvier dernier avoir obtenu un accord pour les parties du conflit, c'est-à-dire le gouvernement camerounais et les séparatistes, pour justement entamer des pourparlers pour un retour, un cessez-le-feu dans cette partie anglophone. D'où la question de savoir quel intérêt pour le Cameroun d'insister dans cette forme de résolution du conflit dans le pays, à Yaoundé. Oui, donc Yaoundé doit vraiment utiliser une forme pacifique par rapport à la résolution de ce conflit-là. Comme je l'ai dit tantôt... Mais l'inquiétude peut se situer à quel niveau L'inquiétude peut-être se situe au niveau interne, parce que l'État, tout ce qui menace l'État central a l'habitude de voir d'autres facteurs peut-être exogènes. Lorsque ces facteurs-là essaient de participer à la résolution même de ces conflits-là, l'État central peut voir ces autres facteurs-là comme étant peut-être des sources de déstabilisation en brandissant tout simplement sa souveraineté, ce qui est normal, quoi, parce qu'on sait qu'un État souverain, un État indépendant, s'il est extrêmement fort, peut peut-être venir à bout au niveau de ces conflits-là. Mais on sait qu'en Afrique, les pays, je ne dirais pas que c'est des embryons, c'est des États qui sont vraiment bien constitués, mais c'est des États fragiles. Vous l'avez vu au Sahel, les États sont un peu déstabilisés par des groupuscules qui se réfugient dans le désert ou dans la savane pour déstabiliser l'État central. C'est le même cas du Nigeria, qui est une grande puissance, mais qui connaît Boko Haram, qui est en train de le secouer. Oui. Donc c'est la même chose pour le Sénégal avec la Casamance, c'est la même chose pour le Cameroun. Donc au Sénégal, on a impliqué peut-être des États qui sont au niveau de la sous-région, comme la Guinée, la Gambie et même la Mauritanie, par rapport à la résolution de ce conflit-là. Et on sait qu'il y a de l'accalmie aujourd'hui au niveau de cette zone. Les tensions vraiment sont en train de diminuer, malgré peut-être il y a quelques escarmouches. Oui. Donc pour le cas du Cameroun, c'est la même chose. Donc le gouvernement central camerounais doit envisager l'ouverture, beaucoup même d'ouverture par rapport à la résolution de ce conflit-là, avec des États qui sont beaucoup plus expérimentés comme le Canada, mais aussi impliquer les États africains, l'Union africaine surtout. En parlant de l'Union africaine, c'est aussi, on va dire, l'une des conditions posées par on va dire, les représentants, ces leaders des groupes séparatistes au Cameroun. Ils veulent une implication
l'implication de la communauté internationale. Pourquoi, mon cher Albert, malgré des années, c'est une doléance qui est là, qui dure depuis des années, mais pourquoi on a l'impression que le Cameroun, en tout cas de cette partie francophone, ne veut pas céder en tout cas aux doléances des séparatistes? D'aucuns avancent que la partie anglophone sera un petit peu le poumon économique du Cameroun. Du coup, il ne faudrait pas en tout cas que cette partie soit indépendante. Oui, je crois que ça fait partie des enjeux de sortie de crise. Les francophones ne veulent pas perdre le pouvoir en réalité. Ils veulent garder plus longtemps l'État central. Donc, ils veulent garder leur pouvoir politique et économique. Bon, je pense que même le réticence par rapport au Canada, le Canada, c'est vraiment un modèle parce que quand même, ils ont géré l'histoire du Québec. C'est une histoire assez compliquée. Aujourd'hui, le Québec existe. Le Québec a son identité, mais il reste dans le Canada. Effectivement. Donc, l'État central a peut-être peur des influences canadiennes sur la perspective qui va se dégager pour les anglophones. Que les anglophones sont beaucoup plus proches du modèle canadien que du modèle français. Donc, il y a cette peur d'une influence étrangère qui joue. Bon, maintenant, l'autre problème aussi, c'est que ces francophones qui sont au pouvoir, c'est la même chose qu'on voit partout en Afrique. L'État du Sénégal, qui est géré par l'élite francophone, a du mal à gérer la Casamance. Dès que tu t'immisces dedans, même dans les médias, si on t'entend parler de la Casamance, tu as des problèmes avec la justice, avec l'État, tu es suspecté, etc. Donc, c'est des problèmes. Les francophones gèrent les États, mais ils sont incapables de régler les véritables conflits internes, que ce soit religieux, que ce soit ethnique, que ce soit linguistique. La culture française jacobine, là, je pense que c'est ça qui est le blocage véritable. Si le Canada s'en est sorti, c'est parce qu'ils ont brisé le complexe linguistique. Ils ont mis tout le monde sur le même pied d'égalité, francophone, anglophone. Ils ont des politiques communes. Et c'est le grand défi qu'attend le Cameroun. Je crois que c'est le Canada. Bon, c'est vrai aussi, c'est une dernière remarque. Bon, le Canada, c'est le pays rival de la France. La France ne veut pas du tout que ce modèle-là soit généralisé ou même initié. Et ça sous-entend, mon dossier Albert, qu'on assiste à, on va dire, une guerre aussi, un duel extérieur. Non, mais c'est une guerre géopolitique. Hein. Nous, chez nous, en Afrique, c'est ce conflit anglophone-francophone, c'est le conflit identitaire. C'est géopolitique. La France ne veut pas céder ce modèle-là. Alors que la globalisation va à l'encontre de ce modèle. Aujourd'hui, qui peut faire croire aux anglophones que vous devez rester dans le modèle francophone, alors que le modèle francophone est en déclin? Ouais, parce que sur la scène, on voit le Commonwealth aujourd'hui, avec beaucoup de pays. Le Gabon a adhéré récemment à cette organisation. Le doyen a parfaitement raison. Il y a une bataille géopolitique internationale actuellement. En Afrique, regardez, il y a la Russie qui bouscule la France au Sahel. En l'Afrique centrale aussi, vous avez vu, en Éthiopie, vous avez vu, c'est la Chine peut-être et les États-Unis qui sont en train de se quereller là-bas. Au Cameroun, peut-être la France est en train d'être peut-être bousculée au niveau géopolitique par peut-être le Canada ou d'autres pays, j'en passe. Donc pour vous dire que l'Afrique, c'est le terrain des enjeux, comme l'Afrique l'a été du temps de la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis. On se souvient du Congo avec les Lumumba et autres, du Mali avec Modibo Keïta. Donc pour vous dire que l'Afrique, il y a une bataille géopolitique extraordinaire qui est en train de se dérouler sur le continent africain, au niveau des élites, au niveau interne même, au niveau des acteurs politiques. Parce qu'on sait que la plupart des acteurs politiques qui sont dans les pays francophones, ceux qui détiennent le pouvoir sont tournés vers un camp, et ceux qui sont de l'opposition, peut-être, je ne dirais pas qu'ils sont tournés vers un camp, mais on les assimile à être affiliés à un camp, peut-être russe, chinoise ou turc. Donc c'est une bataille géopolitique qui est en train de s'écouler, de prendre forme au niveau du continent africain, et c'est extraordinaire.
Oui, évidemment. Et là, est-ce qu'ils prennent en compte, on va dire, les populations camerounaises? Rappelons quand même que cette crise a fait plus de 6000 morts et qu'aujourd'hui, ce sont les Camerounais qui en pâtissent. Oui, ce sont les Camerounais qui sont en train vraiment de souffrir de cette crise-là. C'est pourquoi j'en appelle au réalisme toujours des autorités gouvernementales du Cameroun. Parce qu'on sait que le Cameroun, c'est un grand État, c'est un pays qui a participé au devenir de l'Union africaine, mais aussi vraiment à l'histoire de l'Afrique. Donc c'est un pays qui mérite vraiment de dépasser ces problèmes-là, ces problèmes sécuritaires-là, ces problèmes anglophones et francophones. Comme l'a dit toujours le doyen, peut-être ces élites francophones qui sont au pouvoir au niveau des pays francophones, peut-être ils ont une pensée qui ne leur permettent pas de voir la réalité qui est en train de se produire dans leur pays, ces phénomènes-là qui sont en train de surgir. Il faut voir ces anglophones, il faut les voir, les élites, ils parlent d'autres paradigmes par rapport au paradigme que parlent ces francophones-là. Donc il est important de renouveler le dialogue, mais aussi d'avoir une feuille de route qui va leur permettre de s'unir. En parlant de renouveler le dialogue, cette feuille de route, Mamadou Sy Albert, le président Paul Biya a annoncé un retour au dialogue sur une période, on va dire, sensiblement de 2 à 3 mois. Est-ce que ce timing est vraiment suffisant pour poser les vrais jalons de ce nouveau dialogue avec les séparatistes? Non, ce n'est pas suffisant. Pour moi, c'est une question tellement sérieuse qu'il ne faut même pas avoir l'esprit sur une temporalité aussi courte. C'est le dialogue permanent. Maintenant, ce dialogue permanent-là, il faudrait qu'il y ait une feuille de route, que les gens sachent sur quoi ils discutent. On parlait tout à l'heure de la forme de l'État. Bon, ça, c'est une grosse question qui doit être débattue. Ce n'est pas en 3 mois que tu vas épuiser une telle question. Ouais. Les frustrations, on parlait tout à l'heure des populations, mais ceux qui sont frustrés, c'est véritablement les populations. Ceux qui sont laissés en rade. Mais il faut avoir l'intelligence au moins d'écouter ces populations. Que le dialogue politique serve d'espace, d'expression des frustrations. On a parlé aussi de ceux qui sont déplacés, de ceux qui sont morts. Ouais. Mais s'il n'y a pas une introspection de la société camerounaise avec les populations, moi, je ne pense pas qu'il y ait une solution. Oui, parce qu'en parlant de la société civile, c'est là aussi un des points, du moins de la partie anglophone, qui cette société civile a du mal vraiment à communiquer, a du mal à proposer, du moins quand elle propose, ce n'est pas pris en compte malheureusement. Oui, ce n'est pas pris en compte, c'est ce qui est malheureux comme vous l'avez dit, mais c'est pourquoi je veux dire que les sociétés civiles africaines, surtout au niveau de ces pays-là, peut-être sont plutôt politiques, suivent plutôt les décisions de l'État central. On sait que la société civile camerounaise, la société civile francophone camerounaise, peut-être n'a pas pris, je dirais, à bras le corps. Certes, ils sont en train de mener, vraiment faire tous les efforts pour trouver des solutions par rapport à cette crise, mais on sent qu'il y a des aspects politiques, on sent qu'il y a un blocage de l'État central camerounais par rapport à ce que veut faire la société civile francophone et la société civile anglophone. On sait que cette société civile anglophone aussi n'est pas bien écoutée, n'est pas prise au sérieux par l'État central camerounais qui pense que tout simplement ce sont des groupes politiques qui veulent réclamer l'indépendance. Derrière ces réclamations-là, il faut voir quelle aspiration, quelle vraiment solution propose cette société civile-là pour une paix durable, parce que c'est cette paix durable qui va permettre au Cameroun de vraiment trouver d'autres aspirations qui vont leur permettre de développer le pays. Oui, d'ailleurs, on parle d'un Cameroun uni et indivisible. En tout cas, c'est le souhait de tous les Camerounais. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Mamadou Sy Albert, journaliste, analyste politique. Merci d'avoir répondu à l'invitation du débrief. En face de vous, cher Sabibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du débrief. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour d'autres actualités liées au continent. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.